Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Sylvain, Keller Marchand, coach parental. J'aide les parents à retrouver la sérénité en famille avec des méthodes simples et efficaces. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir dans la vidéo du jour, c'est un focus sur comment fonctionne l'apprentissage chez les enfants. Nous allons voir les quatre principales manières qu'ont les enfants et les adultes d'ailleurs d'apprendre des savoirs, des compétences dans le monde. Et également, je vais mettre en avant les deux axes, les deux choix stratégiques principaux qu'ont les parents pour justement permettre ce savoir. Et je sais que c'est un sujet qui porte beaucoup euh, à débat. Je sais que chacun a sa conception de la parentalité. Et l'ici, l'idée, c'est pas forcément de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. L'idée, c'est de savoir ce qui vous convient et si ça ne vous convient pas, comment faire aussi pour changer. Alors c'est parti, focus sur les quatre façons d'apprendre. La première, c'est l'expérience. L'expérience, c'est j'expérimente quelque chose dans la vie et j'en tire une leçon. Exemple, quand je mets ma main dans le feu, ça me fait mal. Ça, c'est un exemple qui parle beaucoup aux parents parce que, a priori, tous les enfants ont vécu cette expérience-là. Alors ça peut être le feu, ça peut être le briquet, ça peut être une plaque chaude, ça peut être euh, le- la porte du four, ça peut être un radiateur, mais c'est de comprendre que un événement extérieur peut générer donc une douleur, c'est une expérience, et l'enfant, notamment dans ses premières années, va beaucoup, beaucoup, beaucoup expérimenter. C'est ce qui met parfois beaucoup de défis dans les familles, parce que les enfants justement vont tellement expérimenter qu'on ne sait pas quand arrêter l'expérience. Ils vont mettre tout à la bouche, ils vont vouloir découvrir le monde avec leurs sens et tout est très intéressant et forcément l'enfant n'a pas du tout la notion de danger donc il y va, il expérimente encore et encore. Moi j'ai l'intime conviction que c'est très important de laisser les enfants expérimenter un maximum par eux-mêmes. Nous, notre rôle en tant que parents, c'est d'assurer la sécurité physique, psychologique et émotionnelle de l'enfant. Et si jamais il vit une expérience négative, c'est d'apporter notre soutien émotionnel et d'être là simplement pour lui. On n'est pas là pour lui donner une solution, on n'est pas là pour lui dire quoi faire, on n'est pas là pour le sermonner, le moraliser. L'idée, c'est de dire, ok, je suis là, ça doit pas être évident, je suis là avec toi. Un exemple, on ne laisse bien évidemment pas un enfant courir près d'une autoroute, ça me semble évident, c'est une question de bon sens, mais on peut tout à fait laisser un enfant courir dans un parc. S'il tombe, il apprendra quelque chose. Et l'idée, c'est plutôt de nous, en tant que parents, notre rôle, c'est de l'aider à comprendre qu'est-ce qu'il a à retenir. Parce qu'entre ce que nous, on voit en tant que parents et ce que l'enfant va expérimenter, il peut y avoir un fossé. Et l'intérêt, c'est justement que par l'expérience, il puisse comprendre ce qu'il a bien fait dans le cas d'expériences positives et ce qui est potentiellement à améliorer pour éviter que la situation se reproduise la prochaine fois. Il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que si un enfant n'a pas suffisamment expérimenté quelque chose quand il est petit, il y a de très fortes chances qu'il réessaye plus tard avec d'autres choses jusqu'à ce qu'il puisse le faire. Je prends toujours l'exemple du placard fermé. Euh, Quand vous devenez parent, beaucoup vous disent de sécuriser votre intérieur au maximum. Et les sécurités, ça peut être des choses qui sont évidentes, comme par exemple mettre des produits ménagers en hauteur, éviter les pastilles de la vaisselle, les produits ménagers, la javel, ce genre de choses, pour éviter que l'enfant puisse l'ouvrir et mettre à la bouche. Et après, en fonction de votre degré de potentielle insécurité, vous pouvez aussi mettre des protections dans les angles des tables, mettre des protections sur les prises électriques, mettre des protections sur les fenêtres pour éviter qu'ils les ouvrent. Je sais que certains parents aussi ont investi dans des casques pour éviter que l'enfant tombe et se fasse mal à la tête. Euh, alors je comprends que ça puisse être sécurisant pour le parent, mais c'est absolument pas sécurisant pour l'enfant parce qu'en fait, l'enfant il a besoin d'expérimenter. Et dites-vous un truc, c'est que la probabilité pour qu'un enfant tombe et s'écrase la tête contre une vitre ou contre une table basse, elle est extrêmement faible. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, simplement c'est extrêmement faible. Donc pourquoi prendre des protections si importantes alors que l'enfant peut toutefois
expérimenter. Donc l'idée, c'est de trouver le juste milieu entre notre sécurité et la sienne. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est de faire en sorte qu'il puisse expérimenter en toute sécurité, mais sans pour autant lui faire prendre des risques très importants. Donc notre rôle, c'est de trouver finalement un juste milieu. Et rappelez-vous encore une fois, si l'enfant n'expérimente pas quelque chose jusqu'au bout, il trouvera, il réessayera encore et encore jusqu'à ce qu'il ait la leçon. Donc parfois, ce qui peut fonctionner, c'est de faire des petites expériences. Moi, je prends toujours l'exemple de mes filles pour qu'elles comprennent l'intérêt de la ceinture de sécurité. Je leur ai demandé de ne pas mettre la ceinture de sécurité et j'ai freiné à 2 km/h. Voilà, bon, ça les a secouées, elles ne sont pas tombées, mais je peux vous dire que ça, je leur ai dit, ça c'était 2 km/h. Maintenant, sur l'autoroute, on est à 130, c'est 100 fois plus. Alors, elles n'ont pas la notion de 100, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Elles le voient bien, puisque le décor passe plus vite à 100 km/h qu'à 2 km/h. Donc, je leur ai dit, c'est beaucoup plus fort. À partir de là, elles ont toujours mis la ceinture de sécurité, parce qu'elles ont très bien compris que si jamais elles ne mettaient pas, ce qu'elles avaient vécu là, ça serait encore plus important. Donc là, en fait, je leur ai permis de vivre une petite expérience sécurisante qui permet d'intégrer que la ceinture de sécurité, c'est obligatoire pour une bonne raison. On n'est pas obligé de le faire, mais parfois, ça marche bien. Le deuxième facteur d'apprentissage, c'est le savoir. C'est notamment ce qu'on va apprendre à l'école, donc avec l'âge des enfants. Et nous allons apprendre beaucoup de choses, encore une fois, principalement l'école. Après, ça peut être par les enseignements que nous donnent nos parents. Ça peut être aussi par les enseignements, par les conseils de nos amis, par des lectures, par ce qu'on peut écouter. Et ce que j'aime bien, c'est poser la question suivante. Comment est-ce que tu sais ce que tu sais? Parce que très souvent, on ne sait pas pourquoi on sait certaines choses. Et c'est toujours intéressant de se poser cette question-là, surtout quand l'enfant est certain de certaines choses, parce que si vous vous opposez à lui, il y a de grandes chances qu'il vous dise bah non, moi je sais, c'est comme ça. Alors que si vous commencez à questionner pourquoi tu penses ça, et qu'est-ce qu'il y a derrière ça, et tu peux m'expliquer comment tu sais ça, ben, même si vous le faites d'ailleurs à des adultes, il va falloir se justifier, il va falloir expliquer, et souvent, dans certains cas précis, en fait, il n'y a rien en face. On ne sait pas pourquoi on fait ça. Et c'est beaucoup le cas de beaucoup de parents quand ils répètent notamment des schémas qu'on leur a demandé de faire, comme par exemple dire bonjour. Ah mais c'est obligatoire de dire bonjour, c'est obligatoire de dire bonjour. Donc en fait on va répéter, on dit bonjour, en fait on ne sait même pas pourquoi on le fait. Bah, le bonjour c'est une formule de politesse, c'est une connexion à l'autre, et parfois on n'a pas envie de se connecter à l'autre. Donc pourquoi on dirait bonjour si on n'a pas envie de dire bonjour? Donc il y a aussi des formules de politesse, il y a aussi le côté social, mais c'est important de comprendre pourquoi on fait les choses. Et un point qui est important aussi, c'est ça permet aussi de vérifier la pertinence des savoirs qui évoluent toujours de manière continuelle. Je rappelle une chose, nous vivons en tant qu'être humain avec un concept qui n'existe pas dans la nature, l'idée fixe, le fait que quelque chose puisse ne pas bouger. Ça, c'est un concept humain, ça n'existe pas dans la nature. Le temps est toujours en mouvement, les choses sont toujours en mouvement. Une plante ne se dit pas j'arrête de grandir. Elle est toujours en perpétuel développement. Et si elle ne se développe pas, elle meurt, tout simplement. Nous restons sur des idées fixes qui n'évoluent jamais. L'idée, c'est parfois de s'interroger. C'est comme ça que le monde progresse. Et je rappellerai toujours cette notion qui transparaît beaucoup dans les études scientifiques, c'est le fait de se remettre en cause sur la pertinence de ce qu'on sait. Un exemple qui m'a toujours frappé, c'est que dans les années 50, on pensait que les enfants ne souffraient pas pendant les opérations, ce qui fait qu'ils étaient anesthésiés, enfin les bébés étaient anesthésiés sans produit. Donc ils pleuraient, mais on considérait que c'était normal. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, les zones dans le cerveau étaient activées, qui étaient les zones de la douleur, qui étaient les mêmes que celles que les adultes, et on s'est dit, ah, mince, en fait, ils souffrent. Mais pour autant, si on ne s'était pas remis en question, on n'aurait jamais pensé que c'était très mauvais pour les enfants, et donc on aurait continué à faire ce qu'on faisait. Et il faut savoir aussi que certains savoirs vont entrer en conflit avec nos croyances, ce qu'on croit être vrai. Donc l'idée c'est de savoir, selon moi, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui me permet d'avancer ou non. L'idée c'est pas forcément d'avoir la vérité, d'avoir le savoir absolu. Le savoir pour moi il est utile pour d'une part permettre
l'élaboration de la pensée critique, de comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans le monde et avoir son propre point de vue sur les choses, mais aussi ça doit nous permettre de rester en mouvement, de pouvoir continuer à avancer. Un savoir qui ne nous permet pas ça, est-ce que ça va être utile de le conserver ou non? Franchement, la question se pose. La troisième façon d'apprendre, qui est très présente chez les enfants, c'est la modélisation. La modélisation, c'est là en fait de reproduire des personnes qui réussissent à faire quelque chose. Euh, on peut notamment apprendre à l'enfant via ce que j'appelle des expériences de maturation. Euh, Lorsque nous avons des conflits ou lorsque nous gérons nos émotions, l'enfant, il va presque plus écouter comment nous réglons nos conflits, comment nous gérons nos émotions, que ce qu'on va lui dire finalement. Donc c'est pour ça que la modélisation est très importante, et c'est pour ça que c'est important en tant que parent de faire un travail sur soi, de faire du développement personnel pour comprendre notre relation aux émotions, quel message vient nous dire les émotions, pour ensuite pouvoir être capable de nous décrypter, pour ensuite proposer de faire la même chose avec son enfant. Parce que, encore une fois, si on n'est pas capable de gérer nos émotions, on n'est pas capable de gérer nos conflits, comment voulez-vous que votre enfant soit capable de le faire? Ça va être beaucoup plus long pour lui parce qu'il n'aura pas d'exemple de personne qui réussit à faire ce qu'il veut faire et ce que du coup l'adulte n'arrive pas à faire. C'est un peu l'idée de faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Encore une fois, l'idée c'est que on n'est pas parfait. Encore, on est des êtres humains avant tout. On a le droit d'être imparfait. C'est tout à fait normal. Les enfants d'ailleurs attendent des parents qui sont imparfaits, ils ne veulent pas de parents parfaits. J'en parlais aussi, pas de front uni face aux enfants, ça sert à rien, parce que les enfants le sentent. L'idée c'est toujours d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et par moment, vous ne serez pas un modèle pour votre enfant, c'est ok. D'accord? Encore une fois, l'idée c'est que si on améliore une chose par jour, à la fin de l'année, on aura amélioré 365 choses. C'est le principe des intérêts composés. Je travaille dans la finance. Ceux qui travaillent dans la finance de plus ou moins loin savent ce que c'est. Ça marche aussi pour nous. L'idée, c'est d'être toujours en mouvement et d'améliorer encore et encore les choses. Et le dernier point, qui est probablement celui qui est le moins mis en avant, c'est le feedback. Le feedback, c'est un mot anglais qui n'a pas vraiment de traduction en français. C'est un peu de la nourriture en retour, si on traduit ça littéralement. C'est le principe, c'est que quelqu'un va vous proposer un retour d'information sur ce qu'il a perçu de la situation pour justement permettre à l'autre de faire un changement. Moi, ce que je propose toujours dans les ateliers que j'anime avec les parents ou lorsque j'échange avec des parents, c'est de me donner notamment la structure suivante, 3 choses qu'ils ont bien fait de manière spécifique, un point d'amélioration pour eux. Et moi, je leur fais pareil, je leur dis voilà, 3 choses qui sont bien faites de manière spécifique dans une situation, et une chose que je leur conseillerais d'améliorer pour la prochaine fois. Très souvent, les parents, ils savent très bien dire ce qu'ils font mal, mais ils sont incapables de dire ce qu'ils font bien. Et l'idée, justement, c'est de s'entraîner à reconnaître ce qu'on fait bien et de se dire que la prochaine fois, ça, je le ferai différemment. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois, ça fonctionnera. Ça veut dire que la prochaine fois, on fera une autre tentative qui potentiellement pourra marcher. Je rappelle que cette citation de Thomas Edison qui disait que euh, je n'ai pas raté 999 fois euh, la création d'une ampoule, j'ai fait 999 prototypes qui ne fonctionnaient pas. C'est au bout du millième prototype que j'ai créé l'ampoule. L'idée c'est ça, c'est de se dire qu'à chaque fois on fait une tentative qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'apprends? Autre chose, encore et encore et encore jusqu'à ce qu'à la fin, hop, ça fonctionne. Donc ça, ce sont les 4 principaux moyens d'apprendre pour l'enfant. Et après, il y a un autre point que je voulais évoquer, qui me semble très important, c'est l'axe, en fait, la stratégie globale de comment on veut que nos enfants apprennent. Et en fait, il y a 2 axes possibles. Il y a un axe qui est privilégié, qui est souhaité par une majorité de parents, mais qui ne savent pas toujours comment faire. C'est vraiment l'axe positif. C'est-à-dire qu'on va apprendre dans la joie, dans la bonne humeur, dans la bienveillance, dans la connexion à l'autre, dans l'amour, dans l'élévation, dans vraiment la pleine réalisation de ses capacités. Et il y a l'autre façon d'apprendre, qui est plutôt dans la peur des autres, dans la peur du parent, dans la contrainte physique, dans la contrainte morale, dans la contrainte psychique, dans l'humiliation.
dans l'automatisme, comme par exemple on doit dire merci, bonjour, au revoir aux gens. Euh, et ce sont vraiment deux axes possibles. Encore une fois, on fait comme on peut en tant que parent, simplement interrogez-vous sur quelle éducation vous souhaitez donner à vos enfants, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant, comment souhaitez-vous qu'ils se rappellent de vous dans 20 ans, qu'est-ce qu'ils vont dire de vous. Et ça c'est important parce que je pense que la clé c'est vraiment de se dire je fais quelque chose qui soit en cohérence avec mes valeurs, avec mes convictions, et quel que soit le chemin choisi, tenez vos convictions jusqu'au bout. En revanche, je trouve que ce qui n'est pas acceptable, c'est de mettre en place par exemple le deuxième choix dans lequel on va être dans la peur, dans la contrainte, dans l'humiliation, et après être surpris de se dire qu'à l'adolescence, votre enfant ne vous écoute plus, que votre enfant ne se confie pas, et avoir des propos comme l'ont eu nos grands-parents en disant mais vous savez cette génération elle est perdue, de toute façon les adolescents d'aujourd'hui ils comprennent rien, mon fils il me parle pas, j'ai tout fait pour lui, ma fille j'ai tout fait pour elle, elle est ingrate. Ben non en fait à un moment donné, si pendant 15 ans vous allez utiliser des stratégies négatives, ben en fait vous plaignez pas que par la suite ça fonctionne pas. C'est normal à un moment donné. C'est si vous contraignez l'enfant à vous obéir, vous vous étonnez pas que par la suite, il va obéir aux autres, parce que c'est comme ça que vous l'avez conditionné. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de dire il n'y a que l'obéissance ou que la coopération. Il y a plein de façons de faire. Il y a des moments où on va plus faire l'un ou plus faire l'autre. Mais pour autant, moi, je reste convaincu que le choix le plus bénéfique à très long terme, c'est quand même toujours le choix de l'empathie, le choix de l'amour, de la connexion, de la bienveillance, de la compréhension. Et c'est dur, oui, je sais que c'est dur, surtout quand nous-mêmes, on n'a pas eu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se répare nous-mêmes et on protège notre enfant de nos traumas, de tout ce qu'on a eu. Et oui, par moments, c'est compliqué, je suis bien d'accord. Et toutefois, c'est comme ça qu'on améliore les choses à très long terme, et c'est ce que je vise, parce que clairement, lorsque vous allez privilégier les méthodes positives d'éducation, d'écoute, d'empathie, ça ne veut pas dire qu'on laisse l'enfant tout faire, d'accord. Ce n'est pas du laxisme, d'accord. On peut être bienveillant euh, sans être complaisant. L'idée, c'est de rechercher des résultats très long terme, avec un ancrage très profond sur pourquoi on fait les choses, avec un sens profond, avec une connexion presque à la lumière de l'enfant, l'alignement de l'enfant. Ça, c'est ce qu'on va privilégier. Et effectivement, cette approche, elle peut prendre du temps, elle prend de l'énergie, et il y a des moments où on n'a pas envie. L'idée, c'est pas de le faire tout le temps, c'est de, encore une fois, viser les intérêts composés, se le faire un petit peu plus chaque jour, et à un moment donné, ça va fonctionner. En revanche, on peut aussi choisir l'autre méthode, qui est donc la voie négative, et souvent d'ailleurs dans les couples, il y en a un qui aimerait faire quelque chose qui est plutôt positif à l'écoute, tourné vers l'enfant, et l'autre qui est plutôt de l'ancienne école, l'ancienne génération, méthode à la dure, méthode classique, vous l'appelez comme vous voulez, mais en fait c'est une méthode dans laquelle en fait, pas comme avant, on n'écoutait pas les enfants, on ne laissait pas de place aux émotions, donc comment on faisait apprendre aux enfants, par la peur, donc par le négatif, ce qui fait qu'effectivement les résultats sont rapides, c'est sûr. Pour autant, ça ne tiendra pas dans la durée. Et si ça tient dans la durée, ce sera avec des conditionnements tellement négatifs qu'à un moment donné, ça va ressortir. Et ça va péter. Donc soit dans la relation avec le parent, soit plus tard dans la relation avec euh, le conjoint ou la conjointe dans des relations amoureuses, soit dans les relations amicales, soit dans la relation professionnelle. Ce sont des enfants qui pourront, étant adultes, qui auront du mal avec l'autorité, avec les règles, qui auront du mal aussi, qui auront peur en fait, peur des autres, peur de l'échec, peur de la contrainte, ils auront peur d'être rejetés finalement et de ne pas être acceptés pour qui ils sont parce qu'en fait, dans leur éducation, ils n'ont pas été acceptés pour qui ils sont. Encore une fois, c'est pas facile, d'accord. Il y a des moments où c'est compliqué et ça fait partie de la vie. Encore une fois, nous sommes des parents qui sommes des êtres humains, d'accord. On n'est pas que parents, on n'est pas parfait. L'un de là, moi le premier. Simplement, c'est de se dire, si on fait le bilan à la fin de l'année, est-ce qu'on a plutôt une tendance à aller vers le mieux, vers le plus, vers l'empathie, la connexion, ou vers le moins. Et si en tout cas vous souhaitez favoriser encore une fois la coopération,
l'autonomie, les responsabilités, le mieux, c'est aussi de pouvoir se faire accompagner pour ça. C'est pour ça que je propose systématiquement de pouvoir vous faire bénéficier d'une formation gratuite de 20 minutes dans laquelle j'explique comment je suis passé de ce modèle 2 dans lequel j'étais plutôt dans la peur, dans la contrainte, dans l'humiliation, pour justement favoriser la coopération, faire en sorte que vos enfants vous écoutent, vous aident, comprennent pourquoi il faut les choses et justement qui permettent de viser toujours la qualité de la relation plus que l'obéissance à tout prix. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager aux parents qui pourront en avoir besoin. J'organise aussi pour l'instant des appels découvertes dans lesquels on peut échanger ensemble. Je rappelle un point, je ne travaille pas avec tous les parents. Je vais être sûr que ça matche entre nous parce que l'accompagnement que je propose il est sur une durée plutôt longue. Donc pour avoir des résultats, il faut faire des petites choses très régulières et dans le temps. Et ça demande du temps, de l'investissement en temps, en énergie. Alors on n'est pas obligé d'être constant, mais c'est comme ça qu'on change grandement les choses et qu'on se sort des situations dans lesquelles on peut être empêtré depuis des années. Donc n'hésitez pas, contactez-moi, faites-moi des commentaires et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.